tous. On est ravis d'être là avec vous tous les deux. Gilles Boeuf, que je vais présenter, si c'est encore nécessaire, dans quelques instants. Et moi-même, donc Kalina Raskin. On ne va pas faire semblant, Gilles, de se vous voyer, parce qu'on se connaît depuis, je pense, quasiment 15 ans, qu'on travaille au quotidien quasiment depuis tout ce temps-là. Et donc j'ai cet immense honneur et plaisir, effectivement, d'animer cette session dédiée à la biodiversité et aux choix qu'on fait en lien avec la biodiversité. Et vous verrez qu'on a une sensibilité particulière avec Gilles, et c'est quelque chose qui nous lie depuis plus de 10 ans. C'est une approche particulière autour du sujet du vivant, qui est ce qu'on appelle le biomimétisme. Et avant de démarrer un petit peu nos échanges et nos discussions, j'aimerais avoir un peu la température de la salle. Alors, on ne vous voit pas, on a le soleil dans les yeux. Merci pour les lumières. Qui a déjà entendu parler de biomimétisme ? Ah. Et alors ça, c'est très satisfaisant, parce que et Gilles et moi, ça va faire plus de 10 ans qu'on parle de biomimétisme, et quand on posait cette question-là à l'époque, il y avait 2 bras qui se levaient, et là, quasiment toutes les mains se lèvent. Donc ça, c'est quand même très satisfaisant. Et alors maintenant, on va commencer sur des questions un peu plus difficiles, avant de passer la parole à Gilles. Pareil, prise de température. Donc le biomimétisme, ça consiste à s'inspirer du vivant, à comprendre comment fonctionne le vivant, et à voir comment on pourrait transférer ça et appliquer ça à d'autres domaines. Combien il y a d'espèces sur Terre, en ordre de grandeur? Parlez très fort, il n'y a pas besoin du micro. Je ne parle pas en nombre d'espèces, enfin en nombre d'individus, pardon, mais en nombre d'espèces. Combien il y a d'espèces sur Terre? Il n'y a personne qui ose parler. Quelques millions, ok, c'est un ordre de grandeur comme un autre, effectivement. Gilles, est-ce que tu veux répondre à cette question? Alors, connu. Connu, ça veut dire reconnu comme n'ayant pas déjà été décrite, photographiée, dessinée, séquencée, déposée dans un musée, il y en a 2,5 millions. Mais en fait, il y en a au moins 10 fois plus, en fait. Donc on ne connaît encore pas tout. C'est un peu les ordres de grandeur. Hein. Et ça, bien sûr, depuis les fonds océaniques jusqu'au sommet des montagnes. Hein. Et ce vivant qui nous entoure, c'est au moins 20 millions d'espèces, et encore on n'est pas tout à fait sûr de ce chiffre. Ça fait combien d'années qu'il se développe sur Terre, ce vivant, en ordre de grandeur? De quel ordre de grandeur, de temps on parle? Pareil, personne ne sait, ou les gens n'osent pas dire... Ah, c'est bien, il y en a quelques-uns qui savent. Il y en a 2, 3 qui ont levé la main et qui savent. J'adore poser cette question, parce qu'en fait, moi, je trouve ça personnellement dramatique qu'on soit en 2025 et que dans le socle de connaissances fondamentales, on ne sache pas combien on a de voisins vivants sur Terre, et qu'on ne connaisse pas notre histoire la plus fondamentale, qui est l'histoire de la vie et notre constitution en système vivant et système biologique. Et donc, pour parler justement de cette relation au vivant aujourd'hui, donc, on a cet immense plaisir et honneur d'avoir Gilles avec nous. Et alors, Gilles, est-ce qu'il y a encore besoin de te présenter? Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment en tête la richesse de ton parcours. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur justement ton cheminement, d'abord ta passion pour le vivant, et puis surtout de nombreuses années en tant que chercheur? Comment j'y suis venu? Moi, je suis un petit garçon élevé à la pointe de Bretagne, dans le Finistère, et j'avais 8 ans. Bon, j'ai une mémoire d'enfer qui est toujours valable aujourd'hui, donc j'en ai profité éhontément de cette mémoire, ça m'a beaucoup aidé pour m'intéresser au vivant. J'avais 8 ans et je serais chercheur, je travaillerais sur les venins de serpents, voilà. Et j'ai passé 20 ans sur les migrations des saumons. Vous voyez que ça, c'est les aléas des rencontres, ce qu'on fait. Hein. Mais pour ce vivant, c'est vrai. Alors, j'étais à une époque assez bénie, puisque un bon étudiant, je suis universitaire, hein, un bon étudiant, il travaillait correctement, il avait du boulot tout de suite. Moi, j'étais déjà employé, je travaillais pour, à l'époque, c'était le CNEXO, devenu Ifremer ensuite. J'avais pas encore passé ma maîtrise, hein, ça fait rêver nos jeunes aujourd'hui. Hein. Les docs et les post-docs, on les faisait travaillant déjà pour un employeur, c'est assez particulier. Et je vais partir là-dessus, puisque à la Pointe-Bretonne, à l'époque, les stocks de poissons s'effondraient. Hein.
Et puis, on va travailler pour essayer de voir effectivement comment on peut restaurer ces rivières. Donc, ça va être un joli travail général. Puis, rapidement, je vais bouger. C'est un peu le revers de la médaille. On va faire beaucoup d'empreintes carbone. Hein. Je vais beaucoup aller en Scandinavie, évidemment, aux États-Unis. Après, je vais partir une trentaine de fois au Chili. Les Chiliens importent, dans les années 85, des saumons de l'hémisphère nord dans l'hémisphère sud. Mon travail était simple. Hein. Ces poissons qui naissent un petit peu avant Noël s'attendent à avoir, dans notre hémisphère, une température basse, l'eau est froide, et les jours commencent à allonger après le solstice d'hiver. Dans l'hémisphère sud, l'eau est chaude et les jours diminuent. Catastrophe. Ils grandissent bien, la température est bonne, mais par contre, ils n'arrivent pas à s'adapter à la salinité. Donc j'ai passé un bon temps de ma vie à réfléchir comment, pas question d'aller chauffer de l'eau ou de la refroidir. Hein. Donc on va jouer sur la longueur du jour, des relations avec le vivant. Donc je fais des hivers ultra courts, 4 heures de jour et 20 heures de nuit, et j'augmente de 4 minutes par jour ma lumière. Et je les transforme, hein. Ils s'adaptent à l'hémisphère sud. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On pourra en discuter, puisqu'ils se sont échappés des élevages, ils ont bouffé tous les poissons locaux. Sur le plan économique, hein, si on raisonne que comme ça, c'est quand même 4 milliards de dollars aujourd'hui à l'industrie du saumon en Amérique du Sud, le Chili. Donc vous voyez, c'est ce genre de sauce, puis je vais passer beaucoup de temps là-dessus. Je travaille beaucoup sur les métamorphoses, et puis après, je me mets sur le marché en 99, il y a un peu plus de 20 ans. Je crois que j'avais des gènes de prof d'université, hein, même étant non universitaire, je racontais beaucoup d'histoires à mes étudiants. Et là, je découvre, je suis subjugué par Paul Crutzen, un prix Nobel de chimie, qui invente le terme de anthropocène. L'histoire de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution et du changement, c'est plus ce que j'avais étudié, moi, la longueur du jour, la température, la présence d'oxygène, c'est la présence de l'humain. Alors, je découvre rapidement que l'humain n'est pas tout seul. Hein. Il est avec 30 milliards de poulets, il est avec 1,3 milliard de vaches. C'est ça, toute l'activité agricole. Hein. Et c'est vrai que ça va profondément me changer. Je laisse tomber mon endocrinologie et je travaille là-dessus. Et rapidement, ça marche. Je fais faire des conférences, écrire des ouvrages, et je suis appelé par le Collège de France. Et puis ensuite, bien sûr, le Muséum Sciences Naturelles, où j'allais rêver avec ma tante, petit garçon de la pointe bretonne, j'allais rêver devant les papillons et les dinosaures. Et puis là, je me retrouve le président de cette grande maison, et je vais y passer 7 ans. Et c'est vrai que là, une fantastique formation en même temps. J'ai été 8 ans au comité scientifique du CNRS. J'ai appris le métier de chercheur, là. La vraie science fondamentale, indispensable pour qu'on fasse ce qu'on va discuter. La technologie, elle vient de là. Hein. S'il n'y a pas de science fondamentale, il n'y aura pas de technologie. Et je souffre beaucoup aujourd'hui du fait que on profite tous du confort lié au progrès scientifique. Hein, on a une jolie veste rouge, des belles chaussures, on est venu en voiture ou en TGV comme moi ce matin. Et quand les scientifiques disent des choses qui les emmerdent, on jette. On me dit récemment, laissez les paysans faire avec des pesticides. Diantre! Venez au CHU à Bordeaux les voir avec moi. Hein. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la science n'est pas une opinion. Et maintenant, je forme des influenceurs. J'en suis rendu là. Hein. Je me rends compte que chacun a ses armes. Hein. Grâce à Aaron Després, récemment, des jeunes femmes qui sont extraordinaires, je formais des influenceurs la semaine dernière dans un petit village près de Saint-Émilion. Il y avait 2 grands noirs rappeurs extraordinaires. Alors, parler du vivant, ils ont adoré. Hein. Et on me dit, la science, c'est chiant. Pas du tout si elle est bien racontée. Et c'est là que tout ce qu'on va faire là est fondamental. Donc, ensuite, puis après, je suis parti m'occuper. J'ai passé 2 ans au ministère. J'étais le conseiller scientifique de la COP21. Il y a juste 10 ans, on fêtera la semaine prochaine, le 12 décembre, dans 15 jours, à Paris, à la Maison du Climat, les 10 ans de l'accord de Paris. Puis après, j'ai eu l'aventure olympique. Hein. Ils sont venus nous chercher parce qu'il fallait faire des Jeux olympiques les plus vertueux possibles. J'ai passé là 8 ans aussi. J'étais le président du comité de transformation écologique. Et Stambier m'avait dit, transition, c'est pas assez fort la transition, de quoi on part, où on va. Moi, je voulais métamorphose, il n'a pas voulu. Donc j'ai présidé le comité de transformation écologique de Paris 2024. On a fait des jeux assez exceptionnels. Et puis le CEBIO, c'est l'aventure avec Kaina depuis maintenant une dizaine d'années. Tout ça mis bout à bout, ça crée effectivement une carrière, ça crée cet engouement, mais je n'ai pas changé. Hein. Le combat est très clair, et je finirai par le dernier événement, c'est la scène musicale, il y a maintenant 1 mois et demi. On a 1200 personnes dans la salle à l'île Séguin, avec toutes les grandes entreprises étaient là, tout le CAC 40 était là, avec un thème, c'est bien de s'occuper du climat, mais occupons-nous aussi du vivant, qui va être le propos de ce qu'on va faire avec Kalina en ce moment. Et ça marche, c'est sur TF1, hein, vous pouvez télécharger la conférence. Il y avait Jean-Marc Jancovici, donc, que vous connaissez bien sur le climat. Il y avait Heidi Sevestre, notre superbe jeune fille glaciologue. Il y avait Marine Calmet, une juriste. Il y avait Olivier Hamon, notre grand copain de la robustesse. Et puis moi-même.
Et vous verrez, ça a été un très grand moment. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est ça la question. Hein. Et Kalina est merveilleusement organisée dans sa tête et dans ce qu'elle fait depuis très longtemps pour expliquer justement à ce monde de l'entreprise que c'est super important. Sans vivant, il n'y a pas de biomimétisme. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On effondre ce vivant. Donc la question, elle est là. Comment est-ce qu'on peut convaincre? C'est ma plus grande difficulté. Comment j'arrive à convaincre aujourd'hui tous nos concitoyens que ce n'est pas des élucubrations d'écolos farfelus? On dit le climat c'est sérieux, oui, mais le vivant aussi. Une levure, tout le monde s'en fout des levures. Hein. Sans levure, pas de pain, pas de vin, pas de bière, pas de fromage, pas de français. Voilà. Quand on va admettre ça, ça va un petit peu changer les choses. Et effectivement, pour convaincre, il faut comprendre. Et vous avez justement à ce sujet, je vais te redonner la parole, récemment, ça fait longtemps que tu effectivement contribues par les conférences, par les médias, à sensibiliser sur cette cause de la biodiversité. Est-ce que là tu veux nous parler de ces articles récents et notamment de ceux que tu as écrits avec ton confrère Marc-André? Avec mon compère, ouais. Alors, il y a juste un an, on en avait marre tous les deux. L'écologie punitive. Est-ce que les mathématiques sont punitives? Est-ce que la physique est punitive? Ça ne tient pas debout. La punition, c'est de faire un cancer à 30 ans parce qu'on a bouffé des pesticides. Ça, c'est une vraie punition, avec la souffrance qui va avec. Donc, arrêtons. Et puis après, ce papier a juste un an en disant que les grands défauts de l'humain qui ont amené à la situation actuelle, pour moi, ça va être d'abord l'imprévoyance. Rappelez-vous, chaque seconde que vous êtes vivant, vous mordez la joue, la langue, ce que vous voulez, vous pincez le bras, vous tirez les cheveux, je suis vivant. Si vous le faites chaque seconde de votre vie, on ferait infiniment moins de bêtises. Au niveau entrepreneurial, bien sûr aussi. Avant d'être entrepreneur ou stable d'une entreprise, je suis vivant. Je ne mange que du vivant. Qu'est-ce qu'on va manger s'il n'y a plus de biodiversité? Et je ne coopère qu'avec du vivant. On sait maintenant très bien que le moindre dysfonctionnement entre nos cellules humaines et puis les bactéries, simplement d'un tube digestif humain, il y a autant de bactéries que de cellules humaines. Un intestin humain, c'est plus de 1000 espèces. Un vagin féminin, c'est 400 espèces de bactéries. La peau, 700 espèces. Le microbiote cutané. Et dès que ça te disconnecte, c'est l'obésité. C'est le diabète de type 2. C'est l'hypertension artérielle. C'est Alzheimer, c'est l'autisme. Alors, peut-être qu'un peu de glace sur la tête, et on se rend compte qu'on ne peut pas vivre sans ce vivant. On est totalement dedans. Je vous dirais que votre lit ce matin, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça, contient entre 1 et 2 millions d'acariens. Ils bouffent vos cheveux, vos poils, les cellules de la peau qui se desquament. C'est magique. Le problème, c'est qu'on veut sauver tout ce qui a des grands yeux bleus avec des grands cils, mais quand vous êtes moche, petit, avec des épines et des poils, on jette. Non! Je connais plein de petits comme ça qui savent arrêter leur vieillissement. Comment ils font? C'est ça avec Kalina qui m'intéresse beaucoup, c'est plutôt que pourquoi, comment le vivant a-t-il fait pour durer si longtemps? Et franchement, face à des entreprises, on a dit l'histoire de la vie, c'est un peu plus que 4000. Maintenant, il y a un papier dans 3 mois qui nous ramène à l'origine de la vie avant 4000 millions d'années. Alors, on n'a pas les fossiles de l'époque. On a ce qu'on appelle les traces d'activité biologique. Le carbone dans ces roches au Groenland, il est d'origine organique. Donc, le vivant apparaît sous forme de micro-organismes, de bactéries. Et tout est là, en fait, finalement. On vit avec, on est dedans, on ne peut pas s'en passer. Vous ne tombez pas amoureux le jour où vous êtes en dysfonctionnement avec vos bactéries. Il faut bien se rendre compte comment ça va impacter sur ce qu'on est tous les jours, bien sûr. Et ça, il faut l'admettre. Donc, le vivant, c'est ça, ce sont des bactéries, une enveloppe, de l'eau liquide dedans, de l'eau liquide à l'extérieur, ça communique en permanence. Il y en a partout. Le seul endroit où il n'y en a pas, ce sont les laves de volcans au-delà de 1000 degrés, qui ont joué un rôle important, justement, dans les grandes crises d'extinction du vivant. La Terre, elle est vivante aussi, bien évidemment, d'abord par sa fonction géologique. Et n'oubliez jamais une chose, la physique et la chimie minérale existaient avant l'apparition de la vie, bien sûr, bien avant l'humanité. Quand la vie apparaît, elle doit tenir compte de ces lois de la physique et de la chimie minérale. La vie apparaît, et là, nouveauté, une chimie organique, une biochimie, une biologie moléculaire. Et on va modifier le système. Sur la moitié des minéraux actuels, la moitié n'existerait pas. Sans l'apparition de la vie et la grande production d'oxygène par la photosynthèse, des bactéries, des protistes, j'ai parlé des levures ou du phytoplancton, champignons, plantes et animaux, c'est ça le vivant. Et l'humain est un merveilleux holobionte. On est rempli de trucs géniaux. Et si on est beau et intelligent, c'est grâce à tout ça, bien évidemment. Donc j'ai pris 3 écosystèmes, une goutte d'eau de mer, je raconte le vivant comme ça, des virus, des bactéries, des protistes, du plancton. On me dit, oui, mais on s'en fout. Attendez, le phytoplancton, il fait la moitié de l'oxygène de la Terre. Ce qui veut dire que c'est pas secondaire. Et qu'est-ce qui fait que l'océan, aujourd'hui, nous piège
un bon tiers du CO2, un petit peu moins. Et nous fait de l'oxygène, c'est pas l'eau de mer qui sait faire ça, c'est le vivant dans l'océan. Après, je vous ai mis un sol. Alors, un sol, on marche dessus, tout le monde s'en fout. C'est génial, un sol. Il y a 2 fois plus d'espèces dans les sols que dans tout l'océan, au niveau des connaissances actuelles. Hein. Des bactéries, des micro-champignons, c'est ce que fait Marc-André, hein. Des tardigrades, des vers de terre, des nématodes, des acariens, des collemboles. C'est ça, en fait. Et ça, c'est une terre vivante. On a tué la moitié des sols de France. Croire qu'on va nourrir 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts, c'est la pire des bêtises. En fait, il faut qu'on arrête de croire qu'en abîmant l'environnement, on ne sera pas malade. Et mon 3e écosystème, et je vais revenir à nous, un écosystème alors je vais prendre chez les femmes, hein, un morceau d'utérus ou de vagin, 1000 espèces de bactéries, le bébé qui naît, le bébé il est quasiment axénique. Hein. Il perçoit un tas de sensations, mais il n'est pas contaminé par des bactéries. Et au moment de la naissance, quand la maman va expulser ce bébé, qui va commencer à sortir de sa respiration par le cordon ombilical de la maman, que la sage-femme va le prendre, le secouer par les pieds, il prend sa première bouffée d'oxygène, il gonfle ses petits poumons, il va non pas se contaminer, s'ensemencer des bactéries du tractus génital de sa maman. Ça, c'est fondamental. Si ça se passe mal, il y aura des gros soucis. À mon avis, il y a un tas d'hommes politiques en ce moment dont l'ensemencement bactérien à leur naissance est très mal passé. Hein, quand j'entends les bêtises qu'ils racontent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait au moment des césariennes? Maintenant, depuis 20 ans, on refait un frottis vaginal à la maman et on remet ces bactéries dans la bouche et dans l'anus du bébé. C'est de la biologie. On a oublié que nous sommes des merveilleuses machines biologiques. Là, en bleu, je vous ai séquencé l'océan, mes micro-organismes, et ça, on le fait avec Tara Océan, hein, quand on quitte le port de l'Orient en 2009. En 4 ans, on fait un tour du monde. Et on séquence cet océan superficiel. On ramène 600 000 séquences pas connues. En rouge, c'est mon intestin de bébé qui est là. En gris, on a un bon tiers de gènes en commun avec le plancton. 2 tiers avec une mouche, avec une banane. Donc si vous faites du bien à la banane, c'est parce que vous appartenez au même monde, en fait. Si on admet tout ça, ça va tout changer. Et c'est là que je voudrais vous convaincre ce matin que si on abîme cela, d'abord on se prive d'abord de l'émerveillement et de la beauté de ce qu'est le système Terre avec sa vie. La plupart des entreprises de la Terre, c'est la vie, mais avant tout le reste. Hein. Elle a vécu des pires traumatismes. Elle s'en est sortie. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On me dit, le système est résilient. Vous ne pouvez pas résilier si vous êtes mort, on est d'accord. Hein. Ça veut dire que, comment est-ce qu'on fait? Comment on va subir cette agression, ce trauma, et puis ensuite revenir à un état plus ou moins proche de ce qu'on était auparavant? C'est ça qu'on détruit aujourd'hui. Et ça, c'est super intéressant. On modélise mathématiquement une dépression nerveuse. C'est la même courbe que récemment on a obtenue sur des gorgones de Méditerranée. C'est absolument ahuri quand j'ai vu les courbes qu'on sortait. Hein. Les gorgones meurent en ce moment parce que la Méditerranée chauffe. 30 degrés à 30 mètres en septembre 2022 à Bastia. C'est plus chaud qu'à Tahiti. Qu'est-ce qui se passe? Et là, mes gorgones qui ne peuvent pas s'en aller. Mon corail rouge ne peut pas le faire, les éponges non plus. Les poissons, ils se barrent, hein, ils ne restent pas là. Voilà pourquoi ce vivant est tellement important pour nous émerveiller, nous donner envie, et nous faire comprendre qu'il est absolument vital. Ça, c'est toutes les bactéries qui vivent dans un corps humain. Vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a, que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on le respecte, on s'en émerveille, et là, on tombe dans le pan, effectivement, que Kalina a merveilleusement lancé avec nous il y a une quinzaine d'années. Hein. C'est d'aller chercher des solutions dans ce vivant, grâce à ce qu'il sait faire. Et je dirais que l'intérêt du vivant numéro 1, il ne met jamais rien à la décharge. Jamais le vivant. Le vivant fait des choses incroyables avec une énorme parcimonie d'énergie. On aime beaucoup avec Kalina les libellules. Elles volent à 90 km/h avec 2 watts. Vous me connaissez un polytechnicien qui sait faire ça, vous? Elle encaisse en accélération. Un pilote de Rafale qui vire sur l'aile, il va prendre 8G, 9G, il crache son Rafale à 10. Hein. Eh bien, ma libellule, elle en prend 30 tous les jours, en permanence. Comment est-ce qu'elle fait? Elle ne fait pas à chaque minute de sa vie, mais elle est capable de le faire, bien évidemment. Hein. Et puis ce vivant aussi, bien sûr, fait des poisons extrêmement violents, mais elle ne s'auto-empoisonne jamais. Elle sait tous les dégrader. Un poison d'amanite phalloïde, un venin de cône ou de crotale. Hein. Et nous, on a produit 8000 molécules en ce moment, depuis la chimie de synthèse des années 50, hein, qu'on a mis partout. Dans l'eau, dans les sols, dans l'air, dans l'eau de pluie, en ce moment, on les retrouve. Hein. Et ça, ni le vivant ni l'humain ne savent les dégrader. Donc on revient à l'imprévoyance. Deuxième défaut, l'arrogance, surtout masculine. Sauf que pour les femmes, elles sont amoureuses de type arrogant, donc c'est pas terrible non plus. Hein. Ça arrange pas trop le système.
Et enfin, la cupidité. Là, c'est autant masculin que féminin. Donc c'est pour moi les 3 défauts majeurs qui expliquent justement ce qu'on vit. Et j'ai écrit ça il y a 20 ans. Hein. Stopper une économie aujourd'hui qui permet de gagner de l'argent en détruisant ou surexploitant cette nature. Et c'est là que, effectivement, la bio-inspiration nous montre que c'est pas du tout comme ça. La nature n'est pas parfaite. Elle n'est pas toujours efficace. Elle gaspille quelquefois. Mais elle est géniale. Et on est dedans. Voilà, pour vous émerveiller, une pluie à Atacama, il ne pleut pas depuis 5 siècles. Et bien voilà. Ça se passe en quelques jours. Hein. Donc les graines, les pollens sont dans le sol. Et grâce à ce vivant, on régule le climat, on se nourrit, on ne mange que ça, on se soigne. La moitié des médicaments dans une pharmacie viennent de la nature. On respire, le plancton et les arbres, hein, ça fait l'oxygène de la planète. On s'habille, hein, de la laine, du cuir, tout ce que vous voulez, de la soie, tout ce que vous voulez, du coton. On s'inspire, on va en parler maintenant. On s'abrite, hein, il y a du bois partout, et on s'émerveille. Je pense que si on tue l'émerveillement, et ça faut le donner aux petits dans l'éducation dès l'école maternelle, hein. Si on s'émerveille, on fera beaucoup moins de bêtises. Et donc, dans ton parcours, on n'en a pas reparlé encore pour l'instant, effectivement, tu es aussi très sollicité pour faire partie de différents conseils, comme le comité olympique, comme au conseil de certaines collectivités, comme le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Toi, aujourd'hui, voilà, après toutes ces années de parcours et de plaidoyer en faveur du vivant, qu'est-ce que tu perçois de la prise de conscience par ces organisations, qu'elles soient publiques ou privées, de ces enjeux et à la fois de ces services rendus par les écosystèmes dont on va reparler tout à l'heure, hein, quand la biodiversité, ça sert à quoi? On parle de services écosystémiques et ils sont nombreux, rendus par les écosystèmes d'une part, et puis donc finalement cette dépendance et appartenance au vivant. Qu'est-ce que tu perçois dans le changement des cultures, si tu en perçois une, hein, qu'est-ce que tu perçois dans le changement des organisations? Pour moi, ça a commencé de par les endroits où on m'a commencé à m'appeler. Moi, j'étais prof en fac de médecine, dans les écoles vétérinaires et en fac de sciences, en 2000-2010. Et puis, je suis appelé par les écoles d'ingénieurs. Je vais aller à Polytechnique, je vais aller à Centrale Supélec, je continue, je vais à l'école des mines, je vais à l'ENSTA, bien. Les ingénieurs ont besoin de ça, et ça plaît bien d'ailleurs, c'est intéressant. Puis après, ça a été l'école de la magistrature, l'ENM. J'y étais encore lundi dernier, là, avec des Africains. Comment les juristes africains doivent prendre en considération les affaires environnementales. Très intéressant. Et puis après, ce qui m'a vraiment subjugué, je ne pouvais pas ne pas y aller, les écoles d'économie et de commerce. Sciences Po, 19 fois à HEC, à l'ESSEC, à Kedge. Tiens, jamais ces gens-là, il y a 10 ans, n'auraient invité un écologue. Hein. Un écologue, pas un écologiste. Hein. C'est une grosse différence entre les deux. Et puis ça plaît aux étudiants aussi. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, directeur de groupe, gérer un groupe humain, une entreprise, une formation, être un homme politique sans avoir un minimum de connaissances sur ce vivant qui nous entoure et qui nous anime en fait. Ça m'a donné de l'espoir. Alors après, qu'est-ce qu'ils en font? C'est la question que je me pose souvent, tu imagines bien. Nous on le voit aujourd'hui. Comment j'arrive à persuader tout le monde que ce ne sont pas des choses secondaires? Et dans l'émerveillement, tous les jours, on sort des choses incroyables. Hein. Donc vous voyez que pour moi, il faut 4 piliers à notre réussite. La science, je le répète, qui n'est pas une opinion. Ok. Par contre, je ne voudrais pas d'un monde dirigé par les scientifiques. Hein. Ça ne marche pas. Rappelez-vous, entre Raoult à Marseille et les Parisiens durant le Covid, hein, on a donné une très mauvaise image de la science. On a confondu la science établie et la science en marche. Et puis après, ça va être la politique. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la politique environnementale n'est pas le fait strictement que des écologistes. Hein. Tous les partis politiques intéressés par le bien-être de l'humain sur la Terre, arrêtons de parler de sauver la planète. Elle s'en fout, la planète. Elle a 5 milliards d'années, elle a encore 5 devant elle. On la gratte un petit peu aujourd'hui, hein. C'est ça la question aujourd'hui. Et puis après, les citoyens, les ONG, bien sûr, ce qu'on appelle les sciences participatives au muséum, qu'on adore. Hein. Le muséum, c'est 2500 personnes, 500 chercheurs, 20 000 participatifs qui nous appellent tous les jours. Il y a le roi des hippocampes du bassin d'Arcachon, il y a l'ornithologue de Champagne, il y a le type qui bosse sur les rapaces des Pyrénées. C'est très très puissant pour lire les changements, bien sûr, comme ça. Et enfin, les entreprises. Si je suis venu aujourd'hui à votre invitation, c'est parce que je suis un de ceux qui s'est convaincu petit à petit qu'on ne réussira pas dans la vélocité à laquelle on doit changer sans le monde de l'entreprise. Alors il y en a, je n'irai pas chez eux.
Quand je vois que vous avez encore des groupes aujourd'hui qui produisent des produits horriblement toxiques, connus, des centaines de publications, totalement interdits chez nous. On les produit, on les exporte. Ça, c'est pas possible. Dans l'éthique globale, on ne peut pas continuer comme ça à faire de l'argent là-dessus. C'est très clair, bien sûr. Hein. Donc ça veut dire qu'un peu de glace sur la tête, tu vois ces défauts que j'évoquais tout à l'heure, et puis on avance tous ensemble, avec ces 4 piliers que je viens d'évoquer. Et effectivement, et ce qui est intéressant, ce que tu dis par rapport effectivement aux enjeux de l'entreprise, là je vous ai mis, voilà, on va faire le lien progressivement avec les enjeux du biométisme. Le biométisme, Gilles, faut prendre conscience que dans ce parcours très riche de Gilles a joué aussi un rôle fondamental dans la dynamique autour du biométisme au niveau national, et notamment lorsque tu étais président du Muséum d'Histoire naturelle, en partenariat avec la commissaire à l'époque, Dominique Druon, commissaire générale au développement durable, au CGDD, sur une impulsion sur le potentiel et l'opportunité du biométisme pour une économie durable en France. Et c'est un peu ça qui a lancé cette dynamique du biométisme en France, que tu as cofondé, le CBIOS, dont on reparlera dans quelques instants. Et je pense que ce qui fait converger tout ce qu'on est en train de se dire, c'est finalement ce cahier des charges du vivant. Je ne sais pas si c'est très lisible, je pense que vous aurez les diapositives après, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point, si je ne vous avais pas mis que c'était le cahier des charges du vivant, et voilà, on fonctionnait aux énergies renouvelables, et en particulier au solaire, séquestrer le carbone, fabriquer des matériaux et faire de la chimie à température et pression modérée, miser sur la gestion de l'information et du signal et avoir une vraie stratégie autour de l'eau, voilà, qui sont à peu près les termes que vous avez dans chacun de ces piliers un peu détaillés. Eh bien, j'aurais pas mis cahier des charges du vivant, vous auriez très bien pu considérer qu'en fait, c'est à peu près les orientations des politiques industrielles ou des politiques publiques en termes de, effectivement, transformation écologique. Et donc, la frustration et à la fois l'enthousiasme, c'est de se dire, sur ces 4 milliards d'années, ces 10 millions d'espèces, elles nous montrent un cahier des charges qui est compatible avec les limites planétaires, puisque les systèmes biologiques, depuis la cellule jusqu'à des écosystèmes complexes que nous a décrit Gilles, eh bien, tous ces systèmes biologiques, eux aussi, ils doivent résoudre des problématiques de gestion de flux de matière, flux d'énergie, flux d'informations, tout comme les systèmes gérés par l'homme. Et on a des modèles, une multitude de modèles d'adaptation en fonction des contraintes environnementales, compatibles avec les limites planétaires, sous les yeux. Mais voilà, jusqu'à présent, malheureusement, ça n'a pas été ou peu étudié en interdisciplinarité pour voir comment faire passer ces connaissances du vivant dans d'autres disciplines. Et on pourra y revenir éventuellement dans les échanges et les discussions. Une interprétation dont on discutait encore tout à l'heure avant de monter sur scène, c'est la disparition totale de la biologie dans le socle des connaissances. Et, excusez-moi, mais les petits exercices de culture générale de biologie qu'on a fait en introduction est une démonstration implacable, effectivement, de notre incapacité aujourd'hui à faire le pont entre les disciplines, tout simplement parce que ça a été complètement effacé au cours des décennies du socle fondamental de connaissances. Et donc, ce biomimétisme, donc s'inspirer du vivant dans une démarche de développement d'une trajectoire pérenne, on va dire, pour l'humanité, c'est pas nouveau, ça fait des décennies que ça existe, ça a été beaucoup développé dans le domaine des produits, parce que c'est tout simplement intellectuellement plus simple d'aller travailler sur la composante d'un système aux interfaces disciplinaires que sur des systèmes de plus en plus complexes. Or, on est bien dans la gestion de notre trajectoire dans des problématiques d'une complexité croissante, multifactorielle, multi-échelle. Et donc, voilà, comment on fait pour développer tout ça et rendre possible ce transfert de connaissances effectivement dans des écosystèmes d'acteurs publics et privés qui n'ont absolument pas l'habitude de mettre la biologie autour de la table à dessin et autour de la table de la conception des systèmes qu'ils développent. Je vous ai mis en bas, je ne vais pas les détailler, on n'a pas le temps, quelques initiatives de recherche et de start-up dans le domaine du biomimétisme. Je vais quand même vous en parler au moins d'une, puisque Crystal Energy est né en Hauts-de-France à l'issue de travaux menés au sein de l'UPJV et qui permet de faire de la, je vais simplifier ça à l'extrême, de la photosynthèse artificielle embarquée dans les vitrages typiquement des bâtiments, et ce qui peut constituer une remarquable innovation pour pouvoir exploiter l'énergie solaire
autrement. Dioxycle, elle, séquestre du CO2. Ils sont basés en Nouvelle-Aquitaine, de mémoire, Dioxycle. Voilà, donc vous avez comme ça toute une série de startups. Là, je vous ai mis que des startups et des initiatives françaises. Il y en a bien plus. Au niveau international, il y en a un nombre croissant. Donc, c'est des choses qui se développent assez concrètement. Mais on est à une époque où, c'est pour ça que je dis, il faut que ça sorte de l'ornière produit, où on s'interroge, et je vais prendre ce mot qui est devenu très populaire, et je le remercie d'Olivier Amand, sur la notion de robustesse versus la performance. On est bien à une époque où les crises se superposent et où l'enjeu majeur de toute organisation, qu'elle soit entrepreneuriale et ou territoriale, a besoin de robustesse. Elle a besoin de résister à des aléas et des variations de son environnement. Et malheureusement, effectivement, le surperformatif qui a pu être développé sur les dernières décennies montre que en miroir, ça devient très vulnérable et très peu adaptable aux crises. Et donc, ce qui est intéressant dans les systèmes biologiques, c'est qu'ils sont tous en sous-optimalité pour être en capacité d'être robustes. Et ce biomimétisme, il est de plus en plus intéressant pour pouvoir imaginer des systèmes robustes à toutes les échelles. Et donc sortir du b.a.-ba du produit pour aller aux infrastructures. On a un enjeu majeur de souveraineté et de résilience et de robustesse de nos infrastructures par rapport à toute une panoplie de risques qui sont de plus en plus nombreux, et d'aménagement du territoire. Et donc comment faire d'approches nouvelles autour aux interfaces de la biologie pour repenser la robustesse de nos infrastructures et de nos territoires qui vont être nos enjeux majeurs sur les prochaines années et décennies. Et donc voilà, aujourd'hui, Cebios et plein d'autres acteurs de l'écosystème qu'on anime essayent de travailler concrètement avec des acteurs du territoire pour réfléchir à la robustesse, par exemple, de sites industriels, de zones d'activité. Là, on est en train de lancer des travaux de recherche en partenariat, par exemple, avec l'agglomération du Beauvaisis. On a un peu travaillé avec l'Eurométropole de Lille pour essayer de voir, OK, comment on peut apporter des cahiers des charges un petit peu alternatifs aux cahiers des charges conventionnels pour repenser les territoires. On a mené des très beaux travaux avec Philippe Clergeau du CESCO au Muséum d'Histoire Naturelle, à une thèse pour essayer de se dire, OK, si on devait développer un nouveau référentiel, c'est-à-dire se dire, qu'est-ce que devrait faire toute infrastructure bâtie par l'homme ? Toute infrastructure bâtie par l'homme, aujourd'hui, se traduit par une artificialisation et donc par un remplacement des systèmes biologiques existants par autre chose, donc par une infrastructure. Eh bien, si on réfléchissait à se fixer comme objectif que les infrastructures, les aménagements qu'on développe rendent à minima, je dis bien, les mêmes services écosystémiques que les écosystèmes qui sont remplis. Donc non seulement ils accueilleraient d'autres espèces que l'espèce humaine, donc ça c'est trivial, mais aussi comment faire en sorte que ces infrastructures, par une voie bio-inspirée, contribuent à la qualité de l'eau, contribuent à la qualité de l'air, contribuent à séquestrer du carbone. Et donc comment on fait des sites qui vont être des sites actifs et contributifs à l'amélioration finalement des conditions environnementales. Et c'est un peu le parti pris qu'on a. Et aujourd'hui, on lance une nouvelle thèse, cette fois-ci avec Sciences Po et les arts et métiers, sur les enjeux de gouvernance associés à tout ça. C'est très bien d'avoir des indicateurs, c'est très bien d'avoir des nouvelles trajectoires, mais si elles ne sont pas assimilables par les gouvernances telles qu'elles sont construites aujourd'hui, eh bien, on a peu de chances que ça percole. Et donc, il faut bien que ces outils qu'on développe, ces nouveaux compas et ces nouvelles boussoles, elles puissent être réellement implémentables dans les pratiques. Dans les très beaux exemples, alors je sais que c'est souvent un exemple qui est cité, je pense que beaucoup de gens de la région le connaissent, nous on adore vraiment Pocheco, parce que même si ils n'avaient pas conceptualisé le biomimétisme, ils ont fait, un petit peu quand je vous ai présenté cette boussole des services écosystémiques, et bien ils ont quasiment tout fait dans cette boussole. Et donc pour nous, c'est un petit peu l'entreprise modèle, en plus c'est une PME. C'est une PME avec tous les défis que ça représente une PME qui fabrique des enveloppes à l'ère du numérique. Je vous laisse imaginer le défi économique que ça représente. Et donc c'est une entreprise qui, malgré tout cela, a investi pour être contributive à son territoire et à l'environnement et très proactive par rapport à ça. Et donc voilà, c'est une entreprise qui a rejoint notre coopérative des acteurs du biomimétisme pour essayer de montrer et incarner concrètement ces partis pris et ces trajectoires qu'on essaie d'emprunter. Pardon, je suis allée trop vite. Elle est pas très loin, elle est juste à côté de Lille, effectivement. 2 mots sur le Cebios. Donc, Gilles est le président du Cebios et moi, j'en suis la directrice générale. Cebios a été créé en Hauts-de-France
par un collectif d'acteurs publics à la base, des pôles de compétitivité, le Muséum d'histoire naturelle, des collectivités, notamment du sud de l'Oise, et avec une volonté collective de dire cette approche, elle mérite d'avoir une dynamique beaucoup plus proactive pour être déployée dans les pratiques quotidiennes des organisations. Et donc, constituons un collectif d'acteurs pour porter ça. Et donc, ça va faire plus de 10 ans que nous existons. On est une société coopérative d'intérêt collectif, une SCIC. On est à but non lucratif, on est des ovnis dans le monde de la recherche, de l'innovation, où le modèle SCIC, en général, n'est absolument pas connu. Il est beaucoup plus connu dans le monde de l'ESS, mais c'est quelque chose qui était extrêmement important pour nous. Donc, on est une coopérative. Si vous êtes un L'Oréal ou que vous êtes une start-up, votre voix vaut le même poids. Et si vous prenez des parts dans la structure, vous n'avez aucun retour financier. Vous avez un retour par le développement des communs. Et donc, c'est vraiment la posture que nous avons développée. Donc on travaille sur ces 3 grands piliers qui est développer les outils, les expérimenter concrètement sur le terrain et ensuite essayer de les déployer. Donc on travaille aussi bien avec des acteurs du monde de l'industrie, du monde de l'économie, que des acteurs des politiques publiques, des ministères, des régions, des agglomérations avec lesquelles on essaye de tester tout ça, d'expérimenter tout ça, avec beaucoup d'ambition et aussi beaucoup d'humilité parce que effectivement c'est des choses complexes, l'interdisciplinarité est complexe et donc voilà, on expérimente et on co-expérimente avec la plupart de nos partenaires. Et je vais te redonner sans doute la parole pour nous parler un peu plus du muséum, Gilles. Ce qui est très frustrant, c'est qu'on a l'Europe, c'est 40% des publications mondiales en biomimétisme. Donc l'Europe est clairement en avance là-dessus. Malheureusement, la France accuse un retard par rapport à ses voisins allemands et suisses qui ont investi depuis, pour l'Allemagne, plus de 20 ans sur le biomimétisme, pour la Suisse, plus de 10 ans. La France, on est en retard et pourtant, on a absolument toutes les compétences. On a plus de 200 équipes de recherche en France qui travaillent sur le sujet, de renommée internationale, qui, à force, sont en train de partir dans nos pays voisins, faute de soutien suffisant à leurs travaux de rupture dans le domaine. Qui dit biomimétisme dit accès à la donnée biodiversité. Et donc, ce dont il faut prendre conscience, c'est que la France dispose d'un patrimoine biodiversité absolument exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez conscience qu'on a 10% de la biodiversité mondiale sur le territoire français, notamment grâce à nos territoires outre-mer, et qu'on a le 2e accès espace maritime au monde. Et qu'on a ensuite une institution que tu connais très bien, Gilles, le Muséum d'histoire naturelle, avec, moi j'ai noté ce chiffre, je ne sais pas si c'est toujours vrai, près de 70 millions de spécimens. Et le Muséum d'histoire naturelle, c'est pas qu'un musée. Je veux bien que peut-être que tu redises 2 mots à propos du muséum. Tout à fait. Alors, il est créé par le médecin du roi Louis XIII, qui s'appelle Guy de la Brosse, c'est le nom d'une petite rue près de Jussieu. Et Louis XIII, au temps de Louis XIV, se rend compte que finalement, aller faire des aventures naturalistes à l'extérieur, c'est utile. On va ramener la quinine, qui va être le médicament béni pour eux, pour traiter les crises de paludisme du frère de Louis XIV et lui-même aussi. Donc il va beaucoup aimer cette maison qui s'appelle à l'époque Jardin du Roi et des plantes médicinales. En 1793, la Révolution française est passée par là, et on ne peut plus s'appeler Jardin du Roi. Le roi, il a mal terminé, donc on devient, sous l'action effectivement des gens qui étaient là, hein, Lamarck en particulier, Muséum national d'histoire naturelle. Il y a une vingtaine de muséums comme ça en France. On est le grand frère, hein. On est le national à Paris. Hein. Et il y a 3 collections au monde de cette ampleur-là. La première, c'est la Smithsonian aux États-Unis, à Washington. Alors eux, elle est récente, puisque les États-Unis, ils sont récents. Hein. Fin 19e, ils rachètent des collections. Ils rachètent la collection du Chili ou de la Chine, et puis donc ils ont fait la plus grande collection au monde. Et après, à égalité, c'est Londres et Paris. C'est une tradition, en fait, de ces populations-là. Il n'y a pas de grands musées surnaturels en Méditerranée. Il n'y en a pas en Espagne, il n'y en a pas en Italie, il n'y en a pas en Grèce. Il y a des petits. Hein. Donc, c'est vraiment correspond à une culture. Et depuis quelque temps, avec l'explosion des pays d'Asie, il y a des musées surnaturels en Chine. Il y a un petit peu au Japon, même dans les pays arabes en ce moment. Hein. En Arabie Saoudite, au Qatar, ils ont des musées surnaturels parce qu'ils ont des moyens de racheter des collections, en fait. Hein. Alors, le but, c'est effectivement, ce que dit Kalina, c'est pas uniquement une collection. Alors, c'est quoi l'objet des surnaturels? Ça peut être une roche, ça peut être un minéral, un quartz, une émeraude, ça peut être aussi un os de néandertalien, ça peut être un coquillage. L'herbier, on a le plus grand herbier du monde à Paris, 13 millions de planches. Hein, on commence en 1606 à coller une plante
sur une feuille, démarre la botanique, hein, et on a le plus grand herbier mondial, en fait, à Paris. Alors, on a des collections exceptionnelles sur des régions du monde où la France est allée. Et au début du 19e, on encourage les capitaines de vaisseaux, les ecclésiastiques, les militaires français qui courent le monde, hein, à ramener des trucs. Alors maintenant, on serait un peu plus là-dessus réticent. On ramène des plantes, on ramène des coquillages, on ramène des poissons. Montrer la richesse qu'évoquait tout à l'heure Kalina sur l'outre-mer. Si je prends 1 km² du lagon de Calédonie, j'ai plus d'espèces de poissons que dans toute l'Europe, en fait. Hein. Idem aussi, bien sûr, dans des zones comme la Guyane. Hein. Moi, je m'intéresse beaucoup à des insectes qu'on appelle les longicornes. Ils ont des grandes antennes. Hein. 257 en France. On n'en trouve pas de nouveaux. Ce sont des introduits avec l'eucalyptus ou certains produits. Il y en a déjà 1800 connus en Guyane. Donc, vous voyez que... Et on ne connaît pas tout. Donc c'est vrai que, en gros, aujourd'hui, pour reprendre ce que Kalina, on décrit à peu près 16 000 à 18 000 nouvelles espèces par an. Le muséum, il contribue pour un bon 10% dans les grandes expéditions. En France, 100 espèces nouvelles. Moi, je suis très content. En Corse, il y a 4 ans, on a trouvé une grosse limace de mer, grande comme ça. Parce qu'on décrit plus des éléphants chez nous, des girafes. On a fait le tour. Hein. Mais sur des petits trucs, des bactéries, des protistes, hein, mais mon phytoplancton ou des levures, hein, ou des micro-champignons. 700 en Europe et 16-18 000 dans le monde. À ce rythme-là, vu ce qu'on imagine exister quand on fait des séquençages massifs, il nous faut 1000 ans au rythme actuel pour décrire le vivant qui nous accompagne encore. Et on sait qu'on en aura paumé la moitié à la fin du siècle, hein, au rythme de la disparition aujourd'hui de la forêt tropicale humide ou des récifs coralliens. Comment on fait? Et là, on va revenir à la technologie. Hein. Le séquençage massif, évidemment, bien sûr. Hein. Le numérique, l'IA, pourquoi pas, hein, nous a beaucoup servi pour archiver tout ça et surtout aller discriminer des choses que nous n'avions pas vues. Hein. Quelle relation entre une étoile de mer, par exemple, au Galapagos, et puis un coquillage à un autre endroit? On fait de la phylogénie, dont on regarde comment tout ce vivant s'articule, en fait. Hein. Et là, on va démarrer sur le début. C'était Linné, un Suédois. Et Linné, il n'avait pas de nom. Linnaeus, en suédois, c'est le tilleul. Il est botaniste, c'est Monsieur Tilleul. Et il avait un ego monstrueux. Hein. Il dira un jour, Dieu a créé, Linné a organisé l'œuvre de Dieu. Oui, c'est quand même pas bon. Mais c'est un mâle qui a dit ça, bien évidemment. Hein. Alors, le comte de Buffon, qui avait le même ego à Paris, il ne pouvait pas s'entendre. Hein. C'était comme l'histoire entre Musk et puis Trump. Hein. J'avais dit 4 mois, ça a duré 4 mois, l'entente cordiale entre deux mâles hyper producteurs de testostérone comme ça. Et d'ailleurs, notre ami Buffon attendait la description d'une très belle espèce à son nom. Et comme il ne s'entendait pas du tout, Linné va lui donner le nom de l'animal le plus laid d'Europe, le crapaud pustuleux, qui pour l'éternité s'appelle Buffo 2 fois. Donc tout ça, c'est une anecdote qui vous montre comment c'est passé. Et maintenant, on connaît effectivement le nombre d'espèces qu'on a là. Quand Linné meurt, donc à la Révolution française, il laisse 12 000 espèces connues. À l'époque, ce sont des champignons, des plantes et des animaux. Maintenant, on a tous les micro-organismes, bien sûr. Donc notre question, elle est là aujourd'hui. Le muséum, c'est ça. Une collection gigantesque. C'est une petite université. Nous délivrons des thèses et des habilitations à diriger les recherches. C'est aussi, bien sûr, tout l'enseignement qui va avec. C'est aussi, bien sûr, la pratique de l'expertise pour la France. Hein. Rappelez-vous les punaises de lit il y a quelque temps dans le métro parisien. On a démontré que c'était complètement inventé. Hein. Il n'y a pas eu plus de punaises en février 2022 qu'avant ou après. Là, on commence à toucher à des fake news, à des gens qui ont intérêt à débobiner les systèmes pour qu'on parle que des punaises de lit et qu'on ne parle pas du reste qui est beaucoup plus préoccupant. C'est aussi, bien sûr, ces collections, hein, donc ce rôle de dissémination de la science auprès du public et d'expertise. C'est tout ça, en fait, les 5 missions d'établissement. Et c'est vrai qu'on est fiers de l'avoir. Et donc, bien sûr, près du CEBIOS, écoutez, on s'appuie sur les fantastiques collections qui sont là à Paris. On a des choses à Paris dans les collections dont l'animal initial ou la plante a disparu dans la nature. Hein. Je me suis beaucoup intéressé à l'île de Pâques. Le Sophora toromiro, qui ne vivait que là, il n'y en a plus. Il reste quelques clones qui sont stériles au jardin de Menton ou bien au jardin botanique à Kew en Angleterre. Tout ça, c'est pour vous raconter l'histoire en fait, de ce vivant qui nous accompagne encore aujourd'hui. Donc ça veut dire que comment, là-dessus, on a une base fabuleuse pour, en utilisant cette biodiversité, faire ces questions qu'évoquait tout à l'instant Kalina sur comment s'en inspirer. Donc d'abord les conserver, les protéger. S'en inspirer, ça veut dire, dès le départ, identifier un intérêt d'un être vivant, ne pas le détruire, on n'est pas là pour l'exploiter à fond. Hein. On avait des antiviraux contre le HIV trouvés à partir de microalgues il y a une dizaine d'années, qu'on a arrêté parce que là on n'allait pas détruire, on ne savait pas les cultiver. Donc on part dans la pervenche de Madagascar, qui est un puissant antitumoral, on élabore en fait l'intérêt de ce produit,
Et après, c'est le cas de Yamarina aussi, où là on fait un sang artificiel compatible avec n'importe qui à partir d'un ver marin. On ne va pas les pêcher en permanence, on s'y met à les élever. Il y a un élevage de vers marins maintenant à l'île de Noirmoutier. C'est tout ça en fait, l'histoire d'aller chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Et nous, on exclut au niveau du CEBIOS tout ce qui est d'usage militaire. Hein. Il y a un aspect bien fait, bien-être pour l'humain. Les militaires font des travaux, c'est parfait. Hein. Mais nous, c'est pas notre boulot. Nous, notre boulot, c'est d'amener du meilleur. Ça veut dire que on fait mieux qu'avant, on fait à coût beaucoup plus bas, plus efficace, et surtout, bien sûr, on participe à cette question générale de ce vivant qui est tellement fondamental autour de nous. C'est ça. Et je vous disais, le vivant ne met rien à la décharge, ça c'est fondamental. On crève, nous, de nos décharges en ce moment, hein, je l'évoquais déjà tout à l'heure. Et puis je pense que, pour terminer là-dessus, c'est que l'humain, il est vivant, je vous l'ai dit, nous sommes un animal, c'est clair, hein, on n'est pas que ça. On a la même glande thyroïde qu'une truite, voilà, ça vous plaît pas, c'est comme ça. Et alors les médecins qui me disent, ah bon, ça a une glande thyroïde, la truite, vous voyez, donc il y a du boulot, effectivement. Hein. On leur a pas dit qu'un jour, pourquoi on avait tel niveau de sodium, de potassium ou de chlorure dans notre sang. Hein. Il faut qu'on reconnaisse ce lien. Il faut que le biomimétisme, c'est un fabuleux moyen, justement, de s'émerveiller de ce vivant. Alors, c'est pas s'en servir sans contrepartie. Hein. Il est clair pour nous que la protection des milieux est essentielle. Et que l'ANA va vous développer des choses où ça peut servir à des niveaux très différents, y compris au niveau social, au niveau impact socio-économique. Hein. Pourquoi ce vivant a-t-il duré aussi longtemps? C'est ça la question. Et pour conclure, je vais vous proposer une phrase de conclusion qui pour moi résume assez bien notre échange, et c'est une citation qui n'est absolument pas de moi, mais qui est de Chesterton, et ça rejoint ce que tu disais sur l'émerveillement, c'est que le monde ne mourra jamais de manque de merveilles, mais de manque d'émerveillement. On va devoir rendre l'antenne. Merci beaucoup Gilles. Voilà. Merci. Merci. Et pour ceux qui le souhaitent, on reste à votre disposition pour répondre à quelques questions, mais voilà, on rend l'antenne pour la régie. Merci beaucoup, Gilles, encore.